Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui booste votre marketing digital. Décryptez les stratégies des leaders et recevez des conseils concrets pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Donc, bonjour et bienvenue au Market du succès, podcast de SEMrush. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir avec nous Manon Rock, je le dis bien? Oui, parfait. Enchantée, bonjour. Bonjour, de l'agence Cosmi. Exactement, fondatrice de l'agence Cosmi avec Martin Vix, du coup, mon associé. Super. Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler d'UGC. Donc, si tu veux, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, du coup, Manon Rock, comme tu l'as expliqué, j'ai cofondé l'agence Cosmi en juin 2023 avec mon associé Martin Vix. Et nous, l'idée, c'est d'accompagner les marques à créer du contenu performant, notamment des vidéos, pour les réseaux sociaux, principalement pour leur publicité, mais également en organique. Et le but, c'est de représenter leurs consommateurs à travers ces vidéos-là pour justement générer des ventes ou fidéliser, augmenter la notoriété, etc. Et comment est-ce que tu t'es lancée dans l'UGC, en fait, dans la création d'une entreprise pour UGC? Alors, j'ai travaillé pendant 3 ans pour une agence d'influence. Donc, du coup, c'est des secteurs qui sont quand même assez liés. On reste sur les réseaux sociaux, etc. Et on a vu l'émergence de l'UGC vers décembre, janvier. On a commencé à s'y intéresser un petit peu en side. Puis après, on a commencé à un petit peu plus s'y intéresser. Puis on s'est dit, il y a une opportunité. Il faut savoir parfois saisir des opportunités. Et du coup, on a quitté nos CDI tous les deux. On s'est lancé. On a eu de la chance parce que dès le début, on a réussi à collaborer avec de belles marques. Donc, du coup, ça nous a aidé justement à continuer et à s'investir à 100% dans le projet. Trop bien. Et c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui différencie Cosmi des autres agences? Alors déjà, nous, on est une agence 100% UGC. Okay. Donc, on fait pas... parce que généralement, les agences UGC que tu vois sur le marché, ça va être des agences d'ADS qui sont un petit peu reconverties, ça va être des agences un petit peu 360, etc. Nous, vraiment, notre domaine d'expertise, ça va être l'UGC. Donc, du coup, on est à temps plein sur l'UGC, ce qui nous permet de repérer les tendances beaucoup plus rapidement et facilement, d'avoir beaucoup de vidéos pour des clients différents, donc de pouvoir A/B tester des formats, de pouvoir A/B tester des créateurs aussi. On a un pool de créateurs de 300 à 400 créateurs de contenu qui s'appelle le Cosmi Club. Et du coup, on a plein de créateurs, des hommes, des femmes, des personnes plus ou moins âgées. On en a de 18 jusqu'à 45, 55 ans. Donc, ce qui nous permet de représenter beaucoup de personnes de la population. Et qui dit beaucoup de personnes de la population, dit aussi beaucoup de profils types ou de clients types de plein de marques différentes. C'est très intéressant. Donc, on va récapituler un petit peu parce que c'est vrai, il y a peut-être des gens qui connaissent pas c'est quoi l'UGC en fait. Ouais. Alors UGC c'est User Generated Content, donc du coup en français contenu généré par les utilisateurs. Nous aujourd'hui ça s'est professionnalisé, donc on va pas se mentir, c'est pas forcément des vrais utilisateurs des produits, mais en tout cas c'est des personnes qui pourraient être utilisateurs des produits, donc qui représentent en fait le cœur de cible de la marque. Et du coup nous ces créateurs là, ce qu'on va faire c'est qu'on va leur envoyer un script pour présenter le produit, la manière dont on a envie de mettre la marque en avant, le service, etc. Ils vont tourner une vidéo, ils vont nous envoyer les rushs, on va prendre les rushs, on va faire le montage de la vidéo, etc. pour qu'elle respecte les codes des réseaux sociaux. Donc un snack content assez dynamique avec un hook. Donc un hook, ça va être l'introduction de la vidéo, l'accroche, donc quelque chose d'assez attrayant pour qu'on ait le scroll stopper justement de l'utilisateur qui puisse s'arrêter, visionner toute la vidéo. Et après, on va avoir le call to action aussi qui est hyper important pour amener justement l'utilisateur du réseau social jusqu'au site internet de la marque, voire même jusqu'à l'achat. Donc ça va être tout le processus de création d'une campagne UGC. Et en gros, le but, comme je le disais, ça va être vraiment de pouvoir représenter une cible d'un client à travers une vidéo. Donc ce qui différencie l'UGC de l'influence, ça va être principalement l'audience. Sur de l'influence, tu vas collaborer avec des influenceurs pour leur audience, tu vas essayer de toucher justement leur communauté. Ouais. A contrario, l'UGC, on s'en fiche un petit peu de la communauté parce que c'est pas le créateur qui va publier la vidéo sur son réseau social. Il va envoyer la vidéo à la marque et c'est la marque qui va la publier sur ses réseaux ou en publicité. Du coup, on s'en fiche de la communauté. Donc, les créateurs de contenu n'ont pas besoin d'être influenceurs, en fait. Exactement. Ils n'ont pas besoin d'avoir d'abonnés sur les réseaux sociaux. Okay. Pour devenir créateur UGC, c'est simple. Il faut juste avoir un portfolio avec des exemples de vidéos pour que la marque puisse se projeter. Donc, il faut diversifier un petit peu les formats, un peu de facecam pour voir en témoignage ce que donne le créateur, sa manière de parler, son élocution, etc. Après, ça peut être des formats unboxing, ça peut être des formats crash test. Il y a plein de formats à mettre en place.
Une fois qu'on a le portfolio, après le créateur, soit il peut s'inscrire sur des plateformes. Par exemple, tu vas avoir Malt, Fiverr, UG, etc. C'est des plateformes où tu peux faire de l'UGC. Okay. En fait, des marques peuvent te trouver et te demander des prestations d'UGC. Ou sinon, tu fais appel à des agences. Tu envoies en fait ton portfolio à des agences comme Cosmi, où on a créé justement le Cosmi Club. Et tu rentres dans le pool de créateurs. Et dès qu'ils ont des briefs de campagne qui correspondent à tes demandes ou à ton profil, ils vont te les envoyer. Et c'est comme ça que tu peux commencer à avoir des partenariats. Donc, t'as pas forcément besoin d'avoir de réseaux sociaux, d'avoir d'abonnés. T'as pas forcément besoin d'aller faire de la prospection. Tu peux en faire, mais t'as des demandes entrantes si tu vas sur des plateformes ou si tu vas à travers des agences. C'est très intéressant. Et pour toi, quelle est l'importance? Parce qu'on a vu en fait une évolution dans le parcours client, non, surtout cette année, où est-ce que dans les tendances, on parle beaucoup de l'importance des touchpoints des réseaux sociaux pour amener à l'achat, non, des consommateurs. Donc, par exemple, l'importance de voir sur TikTok, sur Instagram, même Pinterest, on a vu une hausse assez importante. Qu'est-ce qui est important pour toi, en fait, justement, la création de ce type de contenu pour aider à convertir ces clients dans ce parcours client pour les marques? Comme tu l'as dit déjà, je pense que c'est important de le souligner, les habitudes de consommation des consommateurs ont complètement changé. Oui. Aujourd'hui, on est obligé de passer sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok sur une génération assez jeune, Instagram, Pinterest pour tout ce qui est inspiration, outfit, décoration, etc. C'est devenu impossible en fait de ne pas être présent sur ces réseaux sociaux-là si on veut justement pouvoir convertir, fidéliser aussi, parce que les réseaux sociaux n'interviennent pas que pendant la phase de conversion. Ouais. Ils interviennent aussi pendant la phase de fidélisation, etc. Donc le fait de recentrer un peu la communication d'une marque sur ses utilisateurs, ça va être hyper intéressant parce que l'utilisateur va pouvoir se projeter, il va pouvoir s'identifier également à l'autre consommateur, parce qu'au final, c'est pas une marque qui va se vendre et qui va vendre un produit. C'est un consommateur qui va recommander un produit, qui va démontrer pourquoi il utilise ce produit, à quel problème il répond, etc. Donc le fait de pouvoir s'identifier à un créateur, par exemple toi, si tu vas faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour parler d'un produit, je vais être plus à même de me projeter avec le produit avec toi plutôt que si la marque me vendait son produit. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Il faut le comprendre aussi que l'humain a besoin de se retrouver au cœur de la communication. Après aussi, ce qui est intéressant pour les marques, c'est que ça coûte pas très cher en production si on compare aux grosses boîtes de prod qui vont te faire des vidéos bien léchées, etc. Parce que forcément, tu vas pas avoir les mêmes lumières, tu vas pas avoir les mêmes caméras. L'UGC, on est sur un créateur qui est généralement seul chez lui, qui filme avec un téléphone. Donc on a quand même une bonne qualité, mais ça reste un téléphone. Il a un micro-cravate à la limite, mais on est quand même sur du matériel de base. Et du coup, n'importe qui peut faire ce type de vidéo. Donc ce qui est quand même plutôt abordable pour les marques, parce qu'en coût de production, on est à peu près 10 fois moins cher que quand c'est des grosses boîtes de prod qui font des vidéos publicitaires. Ce qui est important aussi, ça va être de respecter les codes des réseaux sociaux, parce que on est sur du snack content, donc la durée de vie aussi dans snack content est quand même assez rapide. Donc forcément, faut toujours se réinventer, suivre les tendances, etc. Et ça, les marques de elles-mêmes, elles ont pas forcément toujours l'œil pour voir ce qui vient d'arriver, ou alors elles suivent toujours les trends un petit peu trop tard. Oui. Alors que eux, les créateurs, ils sont c'est leur métier. Donc ils font de la veille hyper régulièrement sur les réseaux sociaux, ils savent comment rebondir, ils savent comment parler, comment tourner une vidéo, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour les marques de pouvoir profiter de l'expertise des créateurs. Et aujourd'hui, on passe la plupart de notre temps sur notre téléphone. Donc forcément, s'il y a bien un endroit où on doit découvrir des produits, c'est sur les réseaux sociaux, et notamment les réseaux qu'on a cités, TikTok, Instagram, Pinterest, etc. C'est clair. Et aussi la différence, je pense, avec une production, une grande production de vidéos, surtout publicitaire, tu l'as dit, c'est publicité. Ouais. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la partie UGC, c'est là où on ressort la partie plus authentique des marques. Et c'est là où les gens, justement, ils se sentent beaucoup plus identifiés, non? C'est un peu la recherche d'un contenu naturel, d'un contenu authentique, pour pouvoir acheter. Donc, on se sent beaucoup identifié avec ces gens, non? En fait, l'UGC, ce qui est intéressant, c'est que c'est une publicité qui n'a pas l'air d'être une publicité. Voilà. Parce que, en effet, on est quand même en train de vendre un produit, on est quand même en train de le sponsoriser sur les réseaux sociaux. Donc, t'as les aspects de la publicité,
mais t'as pas la mise en avant, le contenu en fait n'est pas vraiment publicitaire parce que les formats vont être hyper différents. Nous par exemple, il y a plein de formats, ça va être des mini-vlogs d'une journée. Donc de base, c'est pas un contenu hyper publicitaire, tu vois. Mais dans le mini-vlog, on va montrer que par exemple, la personne quand elle se réveille pour sa skincare, elle va utiliser tel produit. Et inconsciemment, du coup, ça va rentrer dans la tête des gens. Et ce qui est intéressant aussi dans l'UGC, c'est de pas faire un seul format avec un seul créateur et faire du one shot. Ouais. En fait, c'est la répétition du message qui va faire que inconsciemment ça va rentrer aussi dans la tête des gens et quand ils vont avoir un besoin ils vont penser à tel ou tel produit. Et du coup comme on le disait, l'UGC ça a pas l'air d'être une publicité parce qu'en fait ça va pas déranger l'utilisateur quand il est en train de scroller sur son téléphone. Ouais. Il va pas avoir l'impression d'être dérangé par une publicité comme quand tu regardes une émission par exemple à la télé et tu te dis je vais me taper 7 minutes de pub, tu vois. Là c'est pas le cas parce que tu te dis au final c'est un format que j'aurais pu aussi consommer s'il était pas sponsorisé. C'est vrai. J'étais pour te dire, c'est quoi en fait la différence? Parce que tu disais, non, souvent on devrait travailler avec le même créateur, on devrait répéter en fait le type de vidéo. C'est quoi la différence entre un créateur de contenu UGC et un ambassadeur de marque? Parce que normalement, justement, si tu vois normalement cette personne qui revient souvent, on pourrait prendre en fait cette personne pour ambassadeur de la marque. Complètement. Moi, je pense que les deux peuvent être liés. Un créateur UGC peut, au fur et à mesure du temps, devenir aussi ambassadeur d'une marque. Okay. Nous, on travaille avec des créateurs aussi sur certaines marques sur du long terme, et en effet, ça devient un petit peu des ambassadeurs parce que on les voit, on voit leur visage plusieurs fois en publicité, plusieurs fois par mois même. Donc forcément, après, les personnes peuvent s'identifier et aussi elles identifient la personne à la marque. Donc ça a des avantages comme des inconvénients. C'est-à-dire que là, tu commences à affilier aussi beaucoup ton image à celle de la marque et inversement la marque s'associe à ton image à toi. Donc là, faut faire très attention aux créateurs qu'on choisit, évidemment, et du côté créateur, faire très attention aux marques avec lesquelles on s'associe. Attention au dropshipping, attention aux marques qui sont pas hyper carrées sur tout leur processus ou sur leur service après-vente, etc. Parce que forcément, après, notre visage, il est relié au message publicitaire, il est relié à la marque. Donc du coup, ça peut impacter autant l'un que l'autre. Mais en tout cas, c'est totalement possible de faire les deux. Après, sur les ambassadeurs, il y a quand même une notion où généralement, ils l'affichent aussi sur leur profil. Ouais. Alors que là, sur l'UGC, ce qui est bien, c'est que t'as pas de contre-indication, entre guillemets, tu vois. La vidéo, une fois que tu l'as faite, tu l'envoies à la marque, elle l'exploite comme elle le souhaite, mais toi, derrière, tu n'es pas obligé, il n'y a pas de contrepartie où toi, tu dois poster. Exactement. Ok. Donc, si jamais, par exemple, j'ai l'impression, est-ce que tu as vu que des grandes marques commencent à utiliser, une stratégie d'UGC dans leur boîte? Ouais. Nous, on travaille principalement avec des grosses marques. On accompagne aussi des petites marques, mais on travaille principalement avec des grandes surfaces, pour ne pas les citer. Ouais, bien sûr. Des centres commerciaux, des plutôt grosses boîtes. Pareil, dans tout ce qui est prêt-à-porter, etc., on travaille plutôt avec des grosses marques. Donc, j'ai l'impression que pour une fois, justement, les grandes marques ont compris qu'il y avait une tendance sur l'UGC. Après, ils l'ont vu aussi sur des marchés. Par exemple, aux États-Unis, ça fait déjà plusieurs années que l'UGC a explosé et que les marques l'utilisent dans leur stratégie et dans leur publicité. Donc, je pense que les grosses entreprises aussi, l'avantage, c'est qu'elles ont aussi des pôles dans d'autres pays qui utilisent déjà l'UGC, donc c'est plus facile à le pousser. Alors que les petites marques, généralement, elles font plus attention à leur budget, donc elles ont plus de mal, tu vois, à tester ce type de pratique qui reste assez nouvelle. Et du coup, elles mettent un peu plus de temps à développer l'UGC, mais je pense que autant pour une grosse marque qu'une petite marque, c'est hyper intéressant parce qu'au final, l'UGC, encore une fois, c'est juste mettre en lumière les paroles d'un consommateur. Donc qu'on soit une petite marque, une grosse marque, une middle, au final, tout le monde a des consommateurs et tout le monde souhaite les mettre en avant. Donc c'est autant intéressant pour tous les types de boîtes. Donc, tu parlais aussi de la partie agence. Non, il y a cette partie de création de contenu par un UGC. Ouais. C'est pas vraiment des contenus d'utilisateurs, mais qui représentent la cible. Comment est-ce qu'on peut utiliser, en fait, ce type de création de contenu pour inciter des vrais clients des marques à créer leur propre contenu UGC, non? Nous, on le fait aussi avec certains clients. Ça, c'est plus facile à faire quand quand la marque a déjà une bonne communauté. Okay. Parce que quand elle a une communauté engagée, je prends par exemple, on a un de nos clients, c'est une marque de prêt-à-porter pour enfants. Généralement, tout ce qui est secteur maman, parentalité, c'est des secteurs qui sont hyper engagés. Donc du coup, là, on n'a pas eu de mal à trouver des vrais consommateurs pour faire des vidéos UGC. Mais par contre, c'est pratiquement les seuls avec lesquels on fait ça, parce que généralement, les autres sont pas forcément hyper engagés pour créer des vidéos, ou alors ils connaissent pas vraiment les codes des réseaux sociaux. Mais il y a plusieurs techniques pour créer des vrais UGC. Ouais. Ça peut être par exemple des concours, où chaque mois, tu choisis une personne. Par exemple, pour le prêt-à-porter, ça peut très bien s'y prêter.
tous les mois tu fais un concours par exemple sur ton Instagram ou sur ton TikTok où tu incites ta communauté à poster par exemple leur look en te taguant. Donc du coup ça va créer l'UGC organique parce que les personnes vont te taguer. Et toi, à la fin, tu fais un tirage au sort et tu vas élire tous les mois une personne de ta team, de ta communauté, qui va gagner, je sais pas, par exemple, un bon d'achat de 100 € à dépenser dans ta boutique. En plus de ça, si c'est un bon d'achat de 100 €, ils vont venir redépenser dans ta boutique. Donc tu perds pas grand-chose aussi à faire ça, t'engages ta communauté. Eux, ils sont très contents parce que derrière, tu peux les repost, ils peuvent gagner un bon d'achat, etc. Donc ça, c'est un bon moyen. Après, tu peux aussi tout bonnement, une fois que t'as ton CRM, donc une fois qu'une personne a acheté un produit, tu peux envoyer à ta base de données du coup que penses-tu de ce produit, souhaiterais-tu gagner un bon d'achat ou être rémunéré en l'échange d'une vidéo, envoie-nous ta vidéo à cette adresse mail, si jamais on peut la reposter parce qu'elle répond tel ou tel critère. Ne pas hésiter aussi à mettre une to-do list de comment faire une vidéo, mettre des exemples, etc. pour parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça les consommateurs, donc pour pouvoir les aider et les aiguiller. Et ça fonctionne plutôt bien. Après, le problème c'est que tu peux pas garantir la qualité du contenu, mais au moins tu garantis l'authenticité, ça c'est sûr. Et après il y a d'autres moyens, ça peut être des hashtags par exemple, tu peux mettre des hashtags de communauté. Cézanne le fait très bien, GoPro le fait très bien. Il y a plein de marques qui le font déjà, où tu mets par exemple GoPro Family ou Undies Family, je crois que c'est Undies qui fait ça, et comme ça dès qu'ils postent une photo ils mettent le hashtag et ça c'est l'UGC et tu peux après reprendre les contenus en leur demandant bien évidemment, parce que les contenus n'appartiennent pas à la marque, toujours demander aux créateurs de pouvoir repost justement ces contenus. On pourrait dire aussi qu'une bonne pratique non à faire pour les marques, ça serait de créer justement ce type de concours avec la communauté, mais de faire l'amplification du concours avec des créateurs de contenu UGC. Donc ça serait un peu une bonne pratique à suivre, non? Les deux sont assez liés. Nous, ce qu'on a fait avec une marque, c'est que en gros, ils n'avaient pas une communauté hyper engagée, mais il leur manquait un tout petit peu, tu vois, pour que la communauté soit engagée. Okay. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5-6 créateurs UGC. On a commencé à faire un challenge avec ces créateurs UGC. Et en fait, ce challenge, une fois qu'il y avait 5-6 créateurs qui l'ont fait, ça a commencé à être repris en organique, donc par de vrais consommateurs. Ouais. Et du coup, prendre des créateurs UGC au début peut amplifier l'UGC naturel. D'ailleurs, on parle d'UGC, User Generated Content, mais ce qu'on fait, c'est plus du CGC, donc Creator Generated Content. C'est juste que c'est pas un mot qui est hyper connu, hyper employé, donc du coup, on utilise l'UGC, mais de base, nous, ce qu'on fait, c'est plus du CGC. On pourrait dire que on devrait faire un mélange CGC et UGC, non, pour avoir un peu complètement la meilleure, avec un petit peu d'influence et un peu d'ads, et là après t'as le combo parfait qui passe sur les réseaux sociaux. Donc si jamais imagine-toi, non, c'est quelque chose qu'on voit souvent, les marques plus traditionnelles ont beaucoup de la peine des fois à se lancer dans ce type de tendance. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé que les grandes marques, ça va parce qu'ils ont souvent une influence américaine, l'influence anglo-saxonne. Mais non, imagine-toi les petites boîtes ou des petites marques ou grandes marques, mais françaises, qui veulent se lancer dans l'UGC. Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur convaincre en fait que c'est vraiment essentiel pour justement leur visibilité en ligne de nos jours? Déjà, moi ce que je trouve intéressant, c'est de voir si ces marques font déjà de la publicité, donc déjà des ads. Ouais. Parce que s'ils font déjà des ads, ils vont forcément le voir par eux-mêmes que la vidéo, déjà ça fonctionne super bien. Après tout dépend où est-ce qu'on en est dans le funnel de vente, mais en tout cas la vidéo ça fonctionne super bien, et la vidéo avec un visage humain ça fonctionne encore mieux sur les réseaux sociaux. On voit aussi les tendances, il suffit en fait d'ouvrir son téléphone et de regarder sur quel type de publicité on tombe. Aujourd'hui, la plupart des publicités, alors je sais pas si c'est mon algorithme qui est fait comme ça, mais c'est pratiquement que l'UGC. En tout cas, moi je le vois parce que c'est mon métier aussi, donc je sais reconnaître des vidéos UGC, mais la plupart des publicités qu'on voit aujourd'hui sur Instagram, sur TikTok, etc., c'est de l'UGC. Donc il faut suivre aussi les tendances et il faut pouvoir se projeter. Encore une fois, on met en avant ses consommateurs, donc ça ne peut pas ne pas fonctionner. Okay. Ce qui peut ne pas fonctionner, ça va être le format, ou ça va être le texte l'audio, le message qu'on va faire passer. En tout cas, le format UGC, on l'a testé plein de fois sur plein de typologies de marques différentes, le format UGC fonctionne. Après, c'est la manière dont on fait de l'UGC qui va différer, qui va changer les résultats. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et comme dans tout levier marketing, c'est d'A/B tester un maximum pour comprendre et maximiser sur les formats qui fonctionnent. Si on devait choisir entre UGC et influenceur, qu'est-ce que tu choisirais? Moi, je choisirais UGC, forcément. Mais pour une marque, pense au niveau d'une marque. En fait, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses parce que c'est assez complémentaire, en fait.
Ça, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est hyper complémentaire. Mais en gros, sur de l'influence, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, si on n'a pas encore de communauté hyper engagée, qu'on n'est pas vraiment connu sur les réseaux sociaux, etc., bah on va plus avoir un impact si on fait de l'influence. Mais par contre, influence sur du long terme. Faut arrêter l'influence one shot où on fait une story avec un créateur. Ça ne fonctionne plus. Depuis très longtemps d'ailleurs. Ce qu'il faut faire, c'est comme les stratégies qu'on voit sur YouTube, tu vois. Il y a 3-4 sponsors sur YouTube qui tournent, on les connaît tous et ça fonctionne bien. Parce que justement on a cette répétition du message. Donc ça fonctionne plutôt bien. Donc l'influence, selon moi, ça fonctionne en fonction du créateur qu'on va prendre. Je pense qu'il faut vraiment prendre quelqu'un d'authentique et qui correspond parfaitement aux valeurs et aux engagements de la marque. Il faut faire des partenariats sur du long terme et il faut avoir un bon budget. Parce que aujourd'hui l'influence, on peut pas en faire avec des centaines d'euros. Ça se compte en milliers d'euros si on veut vraiment avoir un impact, en tout cas. Après, sur de l'UGC, ce qui est intéressant, c'est si on a déjà une communauté, qu'on veut faire par exemple du retargeting ou qu'on veut tout simplement créer du contenu pour ses publicités, pour ses ads. Là, ça va être intéressant. Et si on se lance aussi sur un réseau social, nous on accompagne pas mal de marques qui se lancent sur TikTok. Parce que sur TikTok, en fait, il faut énormément de vidéos, il faut des vidéos tous les jours si tu veux augmenter ton nombre d'abonnés. Et généralement, les marques n'ont pas les ressources en interne pour tourner toutes ces vidéos-là. Donc le fait en fait de prendre des consommateurs, déjà ça fait mettre plusieurs visages humains sur le compte, donc ça humanise tout simplement la marque. Ça permet d'avoir un stock de vidéos où tu vas pouvoir publier tous les jours. Et ça permet aussi de pouvoir tester plein de formats différents, encore une fois. Donc tout dépend de la stratégie, tout dépend des objectifs. Les deux sont très bons. Pour moi, vraiment le triangle magique, ça va être l'ad, l'influence et l'UGC. Mais on peut tester juste l'influence ou juste l'UGC. Mais le plus intéressant, ça serait de tout faire. Donc, du coup, pour une marque qui commence à travailler, par exemple, qui décide de se lancer dans la stratégie l'UGC, tu recommandes vraiment que cette marque ait déjà une communauté présente pour au moins 1 ou 2 réseaux, non? Pour vraiment pouvoir travailler la communauté et engager cette communauté avec ces En contenus. fait, ça dépend. Sur de l'organique, je trouve ça important. Parce que si par exemple, tu vois, t'as 300 abonnés sur Instagram, l'UGC va pas forcément te permettre d'acquérir beaucoup d'abonnés. Sur TikTok, c'est encore différent parce que TikTok, c'est pas un réseau social qui met forcément en avant uniquement des comptes qui ont beaucoup d'abonnés. Même si t'as pas d'abonnés sur TikTok, il y a une vidéo qui peut être virale et tu peux faire des milliers, voire des millions de vues. Donc sur TikTok, c'est une stratégie différente. Mais sur Instagram, en effet, je pense qu'il faut avoir déjà une communauté un petit peu fédérée pour commencer à faire de l'UGC, sinon ça sert à pas grand chose parce que tu vas publier des vidéos mais au final elles seront pas forcément visibles. Mais par contre en ads, c'est pas très grave de pas avoir de communauté. Nous, il y a pas longtemps, on a lancé Sherlock. C'est une application qui met en avant des marques françaises, éco-responsables, etc. Ils se sont lancés en juin. Ils avaient fait 0 marketing, 0 commercial. Ils avaient pas de communauté. Et on a commencé les ads avec eux avec un tout petit budget, je crois que c'était 20-30 euros par jour. Donc c'était une agence partenaire qui gérait ça. On leur a fait 5 UGC, nous de notre côté. Et en 2 mois, ils ont eu 3000 téléchargements. Okay. Donc ce qui est vraiment bien. Et le coût par téléchargement était entre 30 et 40 centimes en fonction des créas et en fonction des campagnes. Donc du coup, c'est quelque chose qui est hyper abordable. Et pourtant, ils partaient de rien, tu vois, ils avaient pas de communauté. Donc je dirais que ça dépend de comment on pilote aussi la stratégie. Et sur quel réseau est-ce que à part, on a déjà parlé TikTok, mais il y a d'autres réseaux où l'UGC fonctionne bien? Instagram, TikTok, YouTube Short aussi. YouTube sur les formats 16:9, donc les formats horizontaux, ça fonctionne un petit peu, mais généralement on est quand même sur des contenus un peu plus travaillés sur YouTube que sur du simple UGC authentique, filmé au smartphone, etc. Mais sinon sur ces plateformes-là, ça fonctionne. On le tente un petit peu sur LinkedIn. Pour l'instant, en publicité sur LinkedIn, l'UGC, mais même la publicité en général sur LinkedIn coûte un petit peu cher. Mais je pense que ça peut tendre aussi sur d'autres réseaux. Ok, c'est super intéressant. En fait, tu parlais, quand on parle un peu de LinkedIn aussi, ça m'amène un peu à un autre sujet que je voulais aborder très rapidement avec toi. Parce qu'on parle beaucoup de visibilité de marque, on parle aussi beaucoup d'authenticité et d'humaniser les marques. Il y a une tendance qu'on a vu qui est aussi à la hausse avec les UGC, c'est la partie beaucoup personal branding, la partie employee advocacy qu'on voit dans les différentes marques. En fait, si on parle de quelqu'un qui a une personal brand qui représente une marque,
souvent, c'est ça, c'est un UGC, mais de quelqu'un qui travaille dans la marque. Ouais, c'est un petit peu ça, parce que bon, au final, au lieu d'être, on n'est pas vraiment utilisateur de la marque, on est plus employé, donc c'est plus de l'employee advocacy ou du personal branding, etc. Mais ça reste quand même de la communication indirecte pour la marque, et on peut avoir des retours d'expérience hyper authentiques, etc. Et même au-delà de la marque, ça nous crée une marque personnelle qui permet aussi de nous mettre en avant. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois, quand j'étais en alternance, en stage, en CDI, etc. J'ai toujours publié du contenu sur LinkedIn. Et j'ai créé une communauté aussi qui était intéressée à l'influence, aux réseaux sociaux. Et ça m'a permis, quand j'ai monté Cosmi, d'avoir déjà une base de personnes qui étaient intéressées par mon secteur. Bon, en l'occurrence, j'avais de la chance parce que je suis restée à peu près dans le même secteur. Donc du coup, j'ai pas eu une communauté à recréer, etc. Mais ça m'a toujours apporté pas mal de choses, comme par exemple des interviews, des podcasts, des conférences, participer à des événements, etc. Donc travailler sa marque personnelle ou la marque de sa boîte, c'est toujours hyper intéressant pour l'aspect notoriété et pour l'aspect fédérer une communauté autour d'un projet, autour d'un produit, autour d'une marque. C'est grâce à LinkedIn qu'on s'est connus, en fait. Exactement. C'est vrai, en plus. C'est vrai. Ta marque personnelle, donc c'est super. Donc, je voulais rentrer, en fait, maintenant à une partie du podcast qu'on fait dans chaque épisode, et c'est une petite checklist. Ouais. Donc, ce qu'on fait, c'est pour aider un peu nos auditeurs à s'imaginer et vraiment à trouver, à actionner un peu les différentes... conseils ou différentes astuces que tu pourrais leur donner en mode sur le GC. Donc, ce que je voulais te demander, c'est, imagine, t'as quelqu'un qui veut se lancer, justement pour promouvoir sa marque dans la création, de la collaboration avec des créateurs de contenu GC. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Quelles seraient les étapes à suivre et les bonnes pratiques à suivre aussi? Ok, avec ou sans agence? On peut faire avec agence, parce que t'as une agence. Avec agence, c'est vraiment, en gros, définir déjà ce qu'on souhaite sur la campagne UGC, enfin, au-delà de ce qu'on souhaite, plutôt les objectifs. Définir les objectifs, parce que c'est vrai que nous, on a certains clients qui viennent nous voir et qui nous demandent des vidéos, mais ils savent pas où est-ce qu'ils ont envie de les exploiter. Ils savent pas pour quel produit ou pour quel besoin. En fait, ils veulent juste faire de l'UGC parce qu'ils ont vu que c'était une tendance. Okay. Et ils nous disent en gros, vous avez carte blanche pour faire de l'UGC, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Mais au final, nous, on a besoin aussi d'être un petit peu guidés. Donc, bien évidemment, on est force de proposition et on va leur montrer ce qu'il faut faire. Mais on a besoin de savoir si l'objectif, ça va être de générer des ventes pendant une certaine période, si ça va être de, générer des abonnés pour une newsletter. On a besoin quand même de la base qui est l'objectif et savoir comment on dépense ton argent. Tu vois, c'est quand même hyper important. Donc, je dirais bien définir les objectifs. Pouvoir se projeter aussi. T'as certaines personnes qui arrivent pas forcément à se projeter parce que en même temps on leur propose une vidéo authentique avec de l'UGC, etc. Mais derrière nous on scripte la vidéo. Donc je peux comprendre aussi que ce soit un petit peu lunaire parfois et que tu te dises bon ok on est en quête d'authenticité mais derrière par contre on va scripter toute la vidéo. Pourquoi on scripte la vidéo aujourd'hui? C'est parce qu'on sait les phrases qui fonctionnent, on sait les plans qui fonctionnent, comment faire des changements de plan, etc. pour que la vidéo reste dynamique, pour que l'utilisateur ne s'ennuie pas, pour qu'il ne quitte pas la vidéo, etc. Donc tout ça, nous on l'a déjà testé sur d'autres marques, donc on apporte notre expertise pour que justement ça fonctionne et qu'il y ait un bon retour sur investissement pour ce type de client-là. Donc pouvoir se projeter un petit peu là-dessus et faire l'effort de se dire bon ok, c'est une vidéo authentique parce que on a les codes de l'authenticité, mais derrière on a aussi une expertise et un professionnalisme qui est de scripter la vidéo. Après, nous, comme je te le disais aussi, il y a un montage qui est fait, donc ça apporte aussi tout ce qui est dynamisme, etc. Et généralement, quand le client voit la vidéo, une fois qu'elle est montée, il se dit ah ouais, au final c'est vrai que c'est authentique, mais du coup il y a tout le message quand même qui est bien transmis. Donc au final, vous aviez raison de faire à la fois un script et à la fois nous dire que c'était authentique. Donc voilà, pouvoir se projeter un petit peu. Et en troisième conseil que je pourrais donner, ça va être de pas se focus uniquement sur la qualité du contenu, parce que oui, conseil un petit peu bizarre. Parce qu'en gros, ce qui est intéressant sur l'UGC, ça va être de tester un maximum de formats. Okay. Donc si tu restes buté sur un tout petit détail, tu vois, qui va rien changer à l'œil de l'utilisateur et que tu sors pas ta vidéo au moment voulu, au moment où c'est tendance, forcément tu vas rater le créneau. Donc ce qui est intéressant dans l'UGC, c'est que vu que ça coûte pas cher aussi et vu que les délais de production sont assez rapides, tu peux tester plein de vidéos différentes. Donc le but c'est de prendre des gros packs de vidéos et en fait tous les mois faire plein de formats différents
différent qu'après tu mets en ads, tu A/B testes et tu regardes ce qui a le mieux fonctionné, pourquoi ça a bien fonctionné, est-ce que l'utilisateur a regardé entièrement la vidéo ou pas, est-ce que le hook a bien fait son rôle, c'est-à-dire il a bien attiré les personnes, est-ce que ton call to action il a bien généré des clics vers ton site, etc. Donc en gros A/B tester un maximum de formats, selon moi c'est ce qui est le plus important dans l'UGC. C'est vrai qu'en fait en travaillant avec une agence experte en UGC, on agilise aussi beaucoup la partie création du brief pour les créateurs de contenu. Parce que j'ai l'impression que souvent le problème qu'on a quand on travaille ou bien directement avec une agence ou bien directement avec des créateurs de contenu en tant que marque, c'est souvent on n'arrive pas à communiquer ce qu'on veut. Et du coup, si on n'arrive pas à donner les bonnes directrices de production ou ce qu'on recherche dans le brief, après, nous, on s'imagine quelque chose et le résultat, c'est pas le même. Complètement. Donc, j'ai l'impression qu'avec l'agence, ce qu'on a, c'est, l'agence a aussi le travail, de bien connaître la marque. Ouais. Pour pouvoir bien transmettre le message de la marque et ce que recherche la marque au créateur. Ce que tu dis, c'est marrant parce que j'ai eu le cas hier d'un client qui, en fait, est très attaché à son produit, forcément, parce que c'est le fondateur, le créateur du produit, etc. Donc, du coup, il voulait donner beaucoup de détails, ce que je peux comprendre sur le produit, mais des détails... certains détails, l'utilisateur n'a pas besoin de les savoir, ou en tout cas, pas à ce moment-là du funnel de conversion. Donc du coup, c'est des détails qui sont en trop et qui forcément n'auront pas le bon effet. Ça veut dire que ça rallonge la vidéo, c'est pas des informations qui vont lui permettre de générer un achat. Donc oui, c'est très sympa de savoir ça ou ça sur le produit, mais c'est pas une information importante que l'utilisateur a besoin à ce moment-là. Donc nous, il y a tout un travail aussi d'éducation à faire sur ce que le consommateur veut entendre, à quel moment il veut l'entendre et comment on le met en avant. Et ça, c'est vrai que parfois les marques sont très attachées au message qu'ils ont envie de porter sur le produit et ils te font une liste avec plein de guidelines sur ce qui doit être dit, mais parfois tu vois, c'est des listes comme ça pour une vidéo de 30 secondes. Tu peux pas dire tout ça sur le produit, et même tu vois parfois le créateur ne sait pas ce genre d'informations. Je te prends par exemple, tu vois, sur une lumière, sur ce néon, le créateur ne sait pas à quelle intensité est l'ampoule, et au final on s'en fiche parce que l'utilisateur il choisit pas son néon en fonction de l'intensité. Il peut dire si c'est fort, si c'est pas fort, si c'est assez lumineux, pas lumineux, mais on s'en fout que ce soit du 180 watts, tu vois. Donc tu vois, c'est des détails comme ça qui ont pas forcément d'importance pour l'utilisateur, mais que les fondateurs ou les créateurs de boîtes ont envie de mettre en avant. Et nous aussi, du coup, c'est notre rôle d'éduquer. Comment on fait? Déjà, on va faire un brief avec le client une fois qu'on a fait le deal en fait de la campagne. Donc du coup, nous on lui pose énormément de questions pour comprendre son besoin, ses objectifs, sa marque, le message qu'il veut transmettre, quel type de créateur il a besoin, quel type de vidéo il a besoin, comment après on va exploiter ces vidéos, etc. Donc on va faire un maximum, on va prendre un maximum de détails sur la campagne. Après on va faire un audit stratégique sur tout ce qui est un audit créatif aussi, sur tout ce qui est publicité et organique, pour voir ce qu'il a déjà fait, ce qui fonctionne déjà, ce qui peut être optimisé, ce qui ne va pas, etc. Donc comme ça, on a un rapport un petit peu complet de tout ça. Après, on va sélectionner les créateurs. Donc les créateurs, on va lui montrer pour valider en fait que ça corresponde bien à ce qu'il a ce qu'il perçoit de sa marque. Et après, le script, on le fait toujours valider et à la marque et au créateur pour que tout le monde soit aligné sur le message à transmettre. Et du coup, en faisant ça, on arrive à avoir quelque chose qui est quand même assez authentique, qui respecte les codes de réseaux sociaux et qui plaît à la marque et qui permet d'être performant aussi au niveau des ventes. C'est intéressant, tu disais justement, il y a beaucoup de marques qui vont te donner des guidelines très précises de ce qu'ils veulent. Souvent, on en parlait en fait dans un autre épisode, mais c'est intéressant. Souvent, nous, on projette comme marque, on projette ce que nous, on pense qu'on devrait dire. Complètement. Tandis que ce qu'il faut faire, c'est écouter ce que veulent les consommateurs. Ou ce que veut le client dans ce cas-ci. Donc, c'est intéressant parce que justement, j'ai l'impression aussi qu'il faut avoir cette sensibilité de la marque pour pouvoir créer un contenu qui représente bien la marque d'un côté, mais qui vraiment incite aux consommateurs à s'engager avec la marque. Non? Petit tips, nous, ce qu'on fait chez Cosmi, on demande souvent aux clients de nous envoyer des reviews, donc des avis de ses clients. Comme ça, on peut reprendre des mots qui ont été utilisés, parce que souvent, tu vois, tu vas avoir une répétition de certains mots. Tu vois, par exemple, je sais pas, pour une crème, un effet hyper doux sur la peau, si tu vois qu'il y a 4 clients qui ont dit un effet hyper doux,
tu te dis qu'il y a vraiment un effet hyper doux et que du coup, c'est quelque chose que pourrait percevoir le consommateur. Donc du coup, on va demander aux créateurs UGC de dire ce mot-là. Et on a une meilleure vision de ce que les consommateurs pensent quand on va lire des avis plutôt que quand on va parler avec les fondateurs, parce que comme tu le disais, eux ont leur propre avis de la marque, mais qui n'est pas forcément le même que des vrais consommateurs. Je trouve super intéressant. Pour terminer, parce qu'on arrive un peu à la fin, je voulais te demander, on parle beaucoup d'IA. Ouais. C'est quelque chose tout le monde parle d'IA. Et j'aimerais bien voir un peu, c'est quoi, ta perception de comment l'IA va changer un peu, ou comment peut impacter l'IA, en fait, le monde du GC? Alors, je pense qu'il peut venir l'aider et appuyer tout ce qu'on fait déjà, pour améliorer les process, les rendre plus rapides, par exemple. Pour tout ce qui est script, etc., ça peut aider certaines personnes qui sont en manque de créativité, par exemple, pour faire des scripts. Après, j'ai déjà testé, par exemple, sur ChatGPT, de faire des scripts. Perso, je suis jamais vraiment très satisfaite, mais pour une marque qui a pas les ressources, par exemple, pour prendre une agence ou etc., ça peut dépanner de faire des scripts via des IA. Après, au niveau du montage, ça aide quand même pas mal. Il y a certains outils qui peuvent te dérocher, par exemple, des vidéos. Ouais. T'as certains outils qui te font des sous-titres automatisés aussi. Enfin, je pense que ça va venir un petit peu appuyer et aider la conception des vidéos et la réalisation de toutes ces vidéos-là. Après, ça viendra pas remplacer les métiers des créatifs stratégistes parce que faudra toujours piloter cette stratégie. On le disait hier à la conférence, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est les IA vont venir... il y a toujours un humain derrière qui contrôle cette IA et qui lui dit quoi faire, pourquoi le faire, etc. Donc, je pense que juste le métier va un petit peu changer. Et du coup, on aura plus un rôle d'expert et de recommandation. Et après, par contre, pour les tâches un petit peu chronophages, je pense qu'on va pouvoir les automatiser avec des IA, mais ça, c'est pas plus mal. Non, c'est vrai. En fait, on parle beaucoup de gagner du temps avec l'IA. Non, donc c'est clair. Je pense que surtout pour des marques qui doivent produire beaucoup, des agences qui doivent produire beaucoup de contenu, c'est une façon au moins d'aider. Ouais. Après, ça peut aider à la création de contenu. Mais justement, c'est ce qu'on mentionnait dans notre conférence sur l'e-commerce. L'IA ne va pas remplacer les personnes. En fait, simplement, ils vont changer les rôles. Donc, au lieu d'avoir des personnes qui écrivent, c'est des gens qui vont écrire des prompts. Et exactement. Au lieu d'avoir des gens qui traduisent, c'est des gens qui vont vérifier les contenus. Non, donc c'est vraiment... Mais bon, après, c'est ça, il faut juste savoir adopter un peu et s'adapter avec ce type de... Complètement. Et je pense qu'il faut pas être forcément réfractaire à toutes ces nouvelles technologies parce que qu'on le veuille ou non, ça va exister, ça va continuer à évoluer. Donc mieux vaut prendre le train un petit peu en marche et s'adapter et commencer à l'implanter dans les stratégies directement des marques plutôt que juste regarder le wagon passer et rater la trend encore une fois. Bien sûr. Est-ce que tu penses que l'UGC, c'est qu'une trend? En soi, je pense pas, parce que tu vois, c'est comme l'influence. Tu as plein de manières différentes de faire de l'influence. Ça a évolué ces 10 dernières années. L'influence d'il y a 10 ans, c'est plus l'influence d'aujourd'hui. Et ça sera pas l'influence dans 10 ans. Ça va se professionnaliser encore une fois. L'UGC, pareil. L'UGC, au final, c'est que depuis la nuit des temps, c'est juste un review d'un consommateur de base. Donc c'est un avis consommateur, c'est une expérience consommateur. C'est juste que là, on le met sous forme de vidéo. Peut-être que demain, tu vas le retrouver sous d'autres formats. Mais en tout cas, l'UGC, je pense à de beaux jours devant lui. Mais non, je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense pas que ce soit qu'une trend. C'est juste que ça va devenir un petit peu plus professionnel. Okay. Comme c'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, ça fait déjà quelques années que c'est bien en route et c'est hyper professionnalisé. Il y a plein d'agences, etc., UGC et puis je pense pas que ce soit prêt à s'arrêter non plus aux US. Donc en parlant, pour terminer un peu cette interview, en parlant un peu de futur, c'est quoi le futur de Cosmi? C'est quoi les beaux plans que vous avez? Ouais. Si tu peux le dire, si tu peux. Oui, complètement. On a plein de plans différents. On sait pas vraiment vers lesquels on va tendre, mais on a beaucoup de demandes dans la création d'une formation pour devenir créateur UGC parce que aujourd'hui, c'est vrai que ils sont pas forcément accompagnés, tu vois, c'est un nouveau métier. Donc comment on démarche des marques, comment on fait des contrats, comment on gère des sessions de droit, comment on monte des vidéos pour du snack content, pour des publicités, etc. Forcément, ça c'est pas des choses qu'on apprend partout. Donc du coup, on est en train de travailler sur une formation qui sortira normalement début 2024 pour accompagner justement les créateurs UGC. Et nous, notre vision un petit peu plus long terme avec Martin, c'est vraiment d'engager les réels consommateurs. Donc passer un petit peu du CGC comme on fait aujourd'hui au véritable UGC, donc engager les vrais consommateurs des marques
pour qu'elles puissent créer du contenu et parler des marques et en fait fédérer des communautés sur les réseaux sociaux. On commence à le tester sur certains clients, comme je te le disais, qui ont déjà des bonnes communautés, mais je pense que demain il sera possible aussi de le faire avec des marques qui débutent et des marques qui se lancent. Donc nous on aimerait bien tendre vers ça. Après il y a plein d'autres verticales à trouver. Mais on a hâte de voir ça alors. Carrément, moi aussi. Non, c'est super. Merci beaucoup Manon d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, ça fait très plaisir de parler d'UGC avec toi, de parler de nouvelles tendances et aussi d'éduquer un peu la communauté sur l'importance de créer ce type de contenu pour la visibilité en ligne d'une marque. Complètement, et merci à toi pour l'invitation et j'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger sur ton podcast ou sur le mien. Oui, bien sûr, mais ça sera le tien la prochaine fois. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.